Sur le plateau de Kalamatin, il est 7h passé de 48 minutes. C'est le moment de retrouver M. Patrick Christian Debord qui s'intéresse à l'actualité camerounaise et mondiale. Et ce matin, deux faits particuliers. Nous nous intéresserons de prime abord au changement de manager à la tête de Eneo Cameroun. Et puis, nous nous intéresserons aux élections législatives et municipales programmées pour le 9 février 2020. Est-ce qu'il y aura report des élections? On ne le sait pas trop. Quelques partis politiques posent des préalables. On en parle avec M. Patrick Christian Debord, bonjour. Bonjour à toi Soflan, bonjour à Thierry Carole et bonjour à nos nombreux téléspectateurs ce matin. Alors ça fait du bien de vous retrouver. Et figurez-vous que nous sommes dans le même état d'esprit, surtout que pour vous ça va vous valoir un bon repos qui va vous faire traverser l'année forcément en repos. Oui, on vous retrouve l'année prochaine. Voilà. Alors on va démarrer par ce changement d'homme à la tête de Eneo Cameroun. C'était absolument ce qu'il fallait faire. Écoutez, dans la vie d'une entreprise, il faut souvent s'attendre à ce qu'il y ait des mutations au niveau du top management comme au niveau des équipes. Ça peut être par le fait des orientations stratégiques par rapport à la direction de l'entreprise, ça peut être par le fait des mandats ou des missions accomplies, ça peut même être par le fait du renouvellement en termes de génération ou même tout au moins de dynamisme dans l'entreprise. De toutes les manières, il y a beaucoup de configurations qui peuvent vous donner de manière normale un changement à la tête d'une entreprise. Cela relève du mécanisme de fonctionnement et de la vie des entreprises, et notamment dans le contexte moderne de ces entreprises qui voudraient parfois qu'à un certain moment, on soit à même d'apporter une nouvelle dynamique à cette entreprise. Mais le cas de l'intérêt qu'il y a autour du changement de l'entreprise en charge de la distribution électrique chez nous n'est pas forcément par rapport à ces changements, somme toute normaux par rapport à l'évolution d'une entreprise. C'est surtout parce que la question de l'électricité est d'abord, en temps normal, assez importante et sensible au regard de ce que cela apporte sur le plan justement social, mais dans le contexte camerounais, peut-être pas plus qu'ailleurs, sur des pays de niveau équivalent au nôtre, mais dans le contexte camerounais, la question est devenue très délicate. Vous allez donc vous imaginer que d'ailleurs, un très célèbre artiste, un vieux d'une localité de notre pays que je ne vais pas citer, est devenu très célèbre avec justement son expression « on souffre à cause ». Je vous permets de terminer l'expression dans vos intérieurs. Et donc, dans cette dynamique-là, vous comprenez que le fait est passé au-delà de son aspect critique, avec des grognes. On se souvient encore de quelques clichés ici à Douala, à Bépanda. On va sortir du cadre urbain pour se projeter dans des localités comme à Bomban, Batouri et bien d'autres dans le pays qui sont souvent allés à la limite de la grogne sociale exacerbée par rapport aux questions justement d'accès à l'électricité, mais surtout de disponibilité de cette électricité-là. Et donc la question est devenue sensible au point de présenter une menace à l'ordre public parce que justement à tout moment, on est prêt à avoir des grognes concernant les aléas liés à la disponibilité et à la distribution de l'énergie électrique. Donc, cette question est devenue sensible à un point où, lorsqu'il y a une mutation comme celle-là, cela renvoie à d'autres questions. Est-ce que c'est cette mutation qui va forcément nous apporter ce que les Camerounais ou le Camerounais lambda attend, c'est-à-dire la disponibilité de son électricité? Est-ce que les ménages vont subir un retour à quelque chose d'à peu près normal? Non pas que les défaillances techniques ou alors des soucis techniques ne puissent arriver dans un réseau de distribution comme le nôtre, encore que ce réseau est essentiellement constitué de liaisons filaires avec des poteaux pour quelques-uns qui sont à la fleur de l'âge ou qui sont dépassés. Quoi qu'il en soit, ce type justement d'architecture expose déjà le réseau en lui-même à des aléas. Quand on sait des difficultés qu'il y a souvent à accéder à un certain nombre de localités où ces éléments-là ont été placés depuis des lustres. Le renouvellement a été annoncé par cette société par rapport au dispositif justement du réseau, mais ce renouvellement, on peut bien s'imaginer, ne peut pas être effectif partout et au même moment. Et donc, on avait vécu ce que quelques-uns avaient appelé il y a des années, lorsque nous étions encore sous l'ère AES, certains avaient appelé une dark situation, qui avait fini par voir transformer le prénom justement de l'ancien directeur de ASONEL, Marc Miller, en Dark Miller, en disant finalement qu'il avait apporté une situation de noir, une dark situation globale au Cameroun. On a eu des mutations, on passait de notre vieille Sonel à AES, et puis finalement l'arrivée de Actis qui a rebaptisé en Eneo, cette énergie nouvelle qu'on croyait arriver au Cameroun, semble plutôt nous ramener, en tout cas si on s'en tient aux derniers éléments de fait,
à cette triste période de délestage qui était récurrent. Aujourd'hui, un habitant pour la ville que nous avons par exemple à Douala, il serait difficile de voir des habitants de la localité à Douala, de la ville, qui vous disent effectivement qu'on a une électricité stable, présente dans les quartiers. Et certains même sont finalement allés jusqu'à se définir leur propre emploi du temps en fonction de ce que la récurrence, la périodicité de ces coupures-là est devenue quasi programmable. Elle est quasi programmée avec des durées parfois indéfinies. Et donc, on est dans une situation où le changement du manager adresse directement la question du résultat. On pensait que l'ère du sorcier blanc, permettez-moi l'expression parce que cela revient, était pratiquement dévolue au football. On a cru qu'avec justement l'arrivée de Nana Conchou, avant lui c'était M. Billet qui était justement du côté de AS Sonnel avant la mutation, on se disait que la machine de la réappropriation du management par des Camerounais était en place. Et on s'était dit que peut-être ce sentiment de voir un peu plus, avec un peu plus de proximité, la problématique de la souffrance de nos compatriotes allait donner du tonus à la capacité à réagir. Eh bien, le directeur général sortant, démissionnaire lui-même, dresse un bilan qu'il considère comme étant flatteur. C'est vrai qu'il y a un certain nombre de points sur les statistiques qui sont servis en termes d'accès à l'électricité, en termes d'amélioration du dynamisme du service. Tout cela peut être bon sur le plan de la visibilité de ceux qui sont actionnaires de l'entreprise. Mais en fait, lorsqu'on regarde sur le plan des populations, on se demande qu'est-ce que cela a apporté en plus. Et c'est à ce niveau, forcément, qu'on se demande si ce changement va apporter quelque chose. Y a-t-il une magie derrière qui va se produire? Qu'est-ce qu'on va offrir au nouveau directeur général qui vient de EDF, il faut le préciser, Électricité de France, que Nana Conchou n'a pas pu avoir? Encore que quelques indiscrétions font état de ce qu'il y avait beaucoup d'incompréhension entre lui et justement les actionnaires qui n'accédait pas facilement à un certain nombre de choses qu'il demandait, exigeait dans la dynamique de cette amélioration globale de la disponibilité de cette électricité. Et puis, après donc 5 années passées, il estime d'ailleurs, après avoir réussi à avoir un prolongement de la concession en cours de 10 ans, il estime avoir atteint forcément le summum de ce qu'il pouvait avoir au regard de ces désagréments qui restent à confirmer. Et donc, dans cette dynamique, la question fondamentale reste, oui, il y a un nouveau directeur général en charge de la société de distribution de l'électricité. Oui, on peut espérer que cela apporte un nouveau dynamisme, mais qu'est-ce que cela va servir? Et pour terminer, cela inquiète, parce qu'on se demande bien si cela n'est pas la porte ouverte pour un autre rachat, comme on sait que Actis lui-même avait acheté, sur quelqu'un qui lui-même avait acheté. Est-ce que finalement le sort de notre électricité dépend de ceux qui vont acheter et qu'on va aller d'achat en rachat, et forcément en se posant toujours la question de savoir si ces achats-là servent au petit peuple que nous sommes? Oh, c'est malheureux, hein. On est habitué à vivre dans le noir. À un moment donné, sur le plateau, je disais à un DJ quelque part qui utilise son interrupteur, il allume, il éteint, il allume, il éteint. On espère que ça changera de ce cas. De toute façon, laissons un petit peu l'électricité pour parler d'autre chose. On parle de cette élection, de ces élections annoncées. On a un parti qui décide de ne pas participer à ces élections. On a d'autres partis d'opposition qui estiment qu'il faut proroger. À un moment donné, ça devient compliqué. On se dit, est-ce que l'opposition peut, M. Patin, d'abord, faire changer les règles comme ça, donc, ou à travers tout ce qui se trame derrière? Mais voilà la question que vous avez posée, c'est celle-là qu'on se pose effectivement. Est-ce que l'opposition peut réussir à faire inverser les règles? Les règles, c'est-à-dire que le code électoral applicable actuellement, les délais par rapport au dépôt de candidatures qui ont été dépassés et qui sont demandés par quelques-uns d'être prolongés, est-ce que l'opposition sur ce coup-là va réussir à faire inverser la tendance? Vous savez, cette question de n'ira-t-on pas aux élections prend plus le dessus que des problèmes essentiels qu'on serait en train d'adresser maintenant. Par exemple, la question de l'électricité. On aurait souhaité que, entrer dans la danse de cette élection, de ce double scrutin, qu'on soit en train d'évoquer ces questions sociales-là et justement l'approche que les différents candidats espéraient apporter aux localités. Malheureusement, les questions structurelles sont encore là au niveau de l'organisation même du scrutin. Pas que ces questions ne soient pas légitimes, elles ont d'ailleurs toute leur place. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on peut se poser la question ce matin, lorsqu'on achève cette semaine, somme toute tumultueuse, au sujet de ce qui concerne cette élection à venir, probable, mais incertaine au regard de la participation devenue indexée
de plusieurs de ses partisans. On a, c'est vrai, une formation politique phare de l'opposition qui avait déjà annoncé le jour même de la clôture son intention de ne pas y aller, pour ne pas citer le MRC, mais on avait des inquiétudes quant à la capacité de l'opposition, parce que c'est d'ailleurs l'appel que le MRC lançait aux autres partis. Si du côté de Cabral Libye ou du SDF, on n'a pas forcément dit qu'on n'y ira pas, on pose quand même, pour un, des conditions, et pour l'autre, des appréhensions. Et donc, ça donne l'impression que véritablement, il y a quelque chose à faire au niveau des règles, c'est-à-dire le code électoral, qui semble être une question pratiquement touchée par tout le monde, même si ce n'est pas tout le monde qui en fait une condition sine qua non pour la participation, mais il y a cette problématique du dépôt, de l'accès aux documents, ou de la capacité à se faire délivrer des documents de manière aisée. On a eu des arguments et des contre-arguments sur la question, mais nous sommes tout au moins d'accord que cette question-là revient avec beaucoup d'acuité et qu'elle semble être aujourd'hui l'élément qui peut réunir tout au moins une position commune de l'opposition sur sa participation ou non à ce scrutin. Et quand on sait que la participation de la pluralité et surtout de l'opposition, celle qu'on peut considérer comme majeure, à un double scrutin comme celui-là, participe de sa crédibilisation et même aussi de la capacité à lui donner une certaine légitimité, il est clair que la question devient fondamentale. Alors, est-ce que pour une fois, l'opposition va réussir à faire inverser la tendance? La question est posée, mais elle est aussi posée en permettant de pointer du doigt les faiblesses qui ne permettent souvent pas à l'opposition d'aller en blanc vers une situation qui peut être bénéfique pour tout le monde, pour le jeu politique même global. Parce que quoi de plus normal de se dire qu'on a à l'issue des règles établies qui ont permis tout au moins dans le maximum à tous les aspirants, aux participants, de pouvoir présenter, de tenter leur chance. Si effectivement il est avéré, comme cela est parfois présenté par des partisans de l'opposition, que dans beaucoup de cas, et peut-être majoritaires, il y a eu des actes non conformes ou des actes délibérément commis pour empêcher, n'est-ce pas, que quelques-uns se présentent. Je pense qu'il est important pour la qualité et le crédit de ce processus démocratique, qui sera quand même important qu'on revoie un certain nombre de choses. Dans quel contexte? Est-ce par rapport à un acte présidentiel? Est-ce par rapport à un acte qui nous vient du Parlement? En tout cas, tous les yeux sont rivés vers ces situations-là. Et en plus, il y a cette question du Nord-Ouest et du Sud-Ouest qui, elle aussi, s'invite. Pas un seul Camerounais ne voudrait qu'il y ait qu'on ne puisse y aller vers la paix. Et c'est sans doute la question qui va guider les intentions et les actes qu'on attend ces jours-ci. Et pour sortir, certains ont évoqué justement cette mission conjointe de l'Union africaine, de la francophonie et du Commonwealth, avec parfois des actes posés, des paroles prononcées, qui pourraient laisser entendre qu'on est dans une dynamique de rassemblement de toutes les forces. Est-ce que cela va se présenter donc par un report que vous évoquiez? Bien malin qui le dira, mais une chose est certaine, c'est que cela fait partie de l'ordre des probabilités. Merci beaucoup, M. Patrick Christian Debord, pour ce numéro de Regard sur Actu. On aura beaucoup de plaisir, hein, mon chouchou et moi, à vous retrouver l'année prochaine. Tiens. Vous aurez surtout le temps de digérer tout le gros buzz que vous faites autour de votre dispute conjugale. Je sais même pourquoi ça fait du buzz. Parce que dans tous les couples, il y a des hauts et des bas. Non, il y a des jours où vous parlez aussi comme nous, non, voilà, avec votre épouse. Hein, monsieur Debord. Quel jour, hein? Vous avez choisi un jour quand même particulier pour le faire. Voilà. En tout cas, je vous souhaite de vous reposer et que vous puissiez nous revenir avec le rayon d'une nouvelle année qu'on espère meilleur. D'accord, merci. C'est un rayon qui sera surdimensionnel. Merci beaucoup. Il est 8h, passé d'une petite minute maintenant et un vent de spiritualité va souffler sur ce plateau et chez vous aussi, puisque nous allons maintenant retrouver une chanteuse chrétienne d'origine congolaise qui est basée en Afrique du Sud. Elle a des textes incroyables. Ce matin, elle nous propose « Tu m'aimes encore » version live, c'est énorme. Voici Déborah Loukalou.